Amis judokas passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous. Notre premier invité est l'un des plus gros palmarès du judo français. Il nous racontera son enfance entre Nice et Val-de-Blore, de ces montagnes auprès desquelles il aime se ressourcer. Il nous parlera de ses débuts fracassants chez les juniors, en passant par le titre ultime chez les seniors à Rio en 2013. Il nous fera part de sa vision du très haut niveau, des joies mais aussi des moments de doute qui l'accompagnent, de ses remises en question permanentes et de sa quête vers l'or olympique. J'ai passé un agréable moment en sa compagnie. Vous l'aurez sans doute deviné, mon premier invité est Loïc Pietri. Salut à tous, bienvenue dans Mondo Judo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre premier invité, Loïc. Comment ça va, Loïc? Ça va bien, merci. Et ça toi? va fraîchement? Oui, fraîchement. Écoute, ça va très bien. Avant de démarrer, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu l'as annoncé, tu vas avoir un heureux événement. Ouais, y a ma fiancée qui est enceinte. Et du coup, c'est pour le mois de juin, début juin. Donc, je suis content. Ouais, pas trop stressé? Ouais, ça change, ça fait bizarre. Le temps passe. J'imagine, ouais. Il s'en est passé des choses depuis. Avant de démarrer, il y a une question qu'on posera systématiquement aux invités. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés tous les deux? Tu peux me dire non, hein, c'est possible aussi. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je sais pas. Ah oui, c'est bon. On s'est rencontrés en équipe de France junior. T'étais cadet, je me rappelle. T'étais petit jeune qui arrivait. Et du coup, t'avais une sélection et je t'avais rencontré là. Je me rappelle, tu faisais bien Moroté. Voilà. C'est vrai. Ça remonte déjà, hein. Ça fait presque 10 ans, 11 ans, je crois. 10 ans. Et moi, la première fois que je t'ai vu, c'est ma rentrée INSEP. On fait un foot avec le pôle sur le terrain de foot extérieur. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, je suis pas un grand joueur de foot, mais vas-y, raconte. Ouais, c'est ça. Alors, justement, je vois, donc on était vraiment beaucoup sur le terrain. C'est en 2009, août 2009. Un foot qui s'est d'ailleurs fini en règlement de compte par catégorie, si je me souviens bien, quasiment. Je me souviens de Morgan Ray avec Maxime Le Gourvic. Enfin, ça s'avait un peu chauffé. Ah, oui, et je t'avais vu débarquer au loin en débardeur. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Je ne te connaissais pas. Et je me souviens que je t'avais vu. Tu m'avais impressionné, mais pas par tes talents footballistiques. Je dois avouer que tu dois être la personne qui a le plus couru sur tout le terrain, mais qui a le moins touché de ballon. Ouais, bon, Tu t'es amélioré. On peut pas être bon partout. Voilà, c'est ça. On va dire ça. C'est ça. Écoute, est-ce que tu peux nous raconter de quoi rêvait le petit Loïc? De quoi je rêvais quand j'étais petit? Rapidement, j'ai rêvé de faire du haut niveau, de faire des médailles. Après, j'étais pas forcément concentré sur me dire ouais, je veux être champion du monde ou champion olympique. Je voulais gagner mes ligues à la fin de l'année, ces choses-là. Mais je voulais faire du haut niveau. Je savais que je voulais faire du haut niveau. Je savais dès 7 ans que je voulais monter à l'INSEP. Après, j'étais dans un milieu où voilà, mon père est passé en équipe de France et était prof. Et voilà, je suis né dans le judo vraiment. Et donc, je connaissais ce milieu. Je savais que l'INSEP existait très tôt. Et mon père qui voyait que j'étais passionné par le judo m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, je savais que je voulais aller à l'INSEP. Et je savais ces choses-là déjà très très jeune, je pense vers 6-7 ans. Ouais. Rapidement, tu grandis où? Tu grandis sur Nice? Et oui, moi je grandis sur Nice, aussi sur Val-de-Blore, c'est mon village, c'est dans les montagnes derrière Nice, dans le haut pays niçois. Et oui, en fait, la semaine je la passais de lundi à vendredi après-midi, j'étais à l'école pour aller à l'école et mes parents au taf. Et moi, après le vendredi, généralement le vendredi soir, on passait le week-end à Val-de-Blore, dans mon village d'où je suis originaire. Et on allait là-haut et toutes les vacances d'été aussi. Enfin,
les meilleurs souvenirs, les meilleurs moments avec les amis, tout ça, c'est beaucoup au village. Ouais, j'ai eu la chance de venir. Ouais, j'étais invité une Petit aparté dans la saison. Ouais, on avait marché. Bien sympathique, ouais. Donc du coup, très jeune, donc c'est sur Nice que tu grandis, que tu vas à l'école, tout ça. Alors il me semble qu'après tu fais l'option du coup très tôt d'aller sur le pôle de Nice. Explique-moi comment ça s'est passé, le pôle de Nice, il est particulier, il fonctionne pas vraiment comme les autres pôles que j'ai vus. C'est un pôle qui est déjà très ouvert, je trouve. Il fonctionne beaucoup autour des clubs du coin. Les entraînements sont le soir, il y a beaucoup de seniors. En fait, c'est censé être un pôle sport. Normalement, c'est pour les cadets, mais en fait, il y a des juniors, il y a des seniors, il y a de tout. Le niveau sur le tapis, je trouve, est assez haut pour. Enfin, c'est un pôle sport, mais bon, dans les faits, je pense qu'il y a un niveau bien plus élevé. Et j'ai commencé à aller m'entraîner au pôle de temps en temps, mais pas trop tôt non plus. Non. À l'âge où on avait le droit de venir le mercredi, je crois que c'était en minimum, on a le droit de venir une fois dans la semaine. Et puis après en cadet, voilà, on y venait vraiment là, le lundi et le mardi sur les entraînements de masse. Et moi, rapidement, moi, j'étais déjà allé au pôle petit avec mon père parce qu'il allait accompagner d'entraîneurs, donc j'ai des souvenirs du pôle plus petit. Mais je m'étais pas entraîné vers minime, j'ai commencé à aller un peu au pôle. Ouais, tu allais en extérieur quoi. Tu venais faire les comment on appelle les entraînements de masse. Hein. Les entraînements de masse, ouais, les entraînements de masse, il y a des regroupements parfois, il y avait des choses comme ça. Après, je m'entraînais aussi beaucoup à Monaco ou sur d'autres clubs. C'était des bonnes années. Et du coup, de là, vient après le temps de rentrer en structure. Ouais, après, je suis rentré en structure, j'ai commencé à rentrer dans la section, mais après on allait quand même aussi pas mal s'entraîner à Monaco. On allait le vendredi faire les séances techniques. Souvent, parfois le mardi, j'y allais aussi, pas tout le temps, pas systématiquement. Mais le pôle de Nice c'était assez ouvert en fait. On pouvait faire des séances à côté, il y avait Gilles qui gérait le truc. Parfois il nous prenait, parfois il nous laissait aller avec notre prof s'il savait qu'on faisait du bon travail à côté. Franchement, il y avait une bonne ambiance dans ce pôle. Moi, comment tu l'as vécu, toi, cette période un peu du pôle, là, où tu t'entraînes du coup tous les jours, où tu fais partie d'un groupe quand même? Bon, après, c'était pas Moi, je trouve que ça allait, c'est bien passé parce que je m'entraînais déjà pas mal, donc j'ai pas non plus une augmentation de ma charge d'entraînement subite. Du coup, je l'ai bien vécu, j'ai bien aimé. J'y allais déjà avant, parce qu'en fait, en minime, on allait déjà faire des tours le mercredi, donc... je débarquais pas non plus d'un endroit que je connaissais pas, je voulais y aller depuis longtemps. Et non, j'ai bien aimé l'ambiance. On était un peu comme dans tous les pôles, quoi. On était à la section de judo du lycée, donc on a un petit groupe. C'était sympa. Après, moi j'étais très judo. J'étais pas non plus trop à faire les conneries et tout. J'étais vraiment concentré sur ma carrière. Je voulais être champion de France à chaque fois, chaque année, donc je me battais pour ça. Et non, j'ai le souvenir de m'être bien entraîné dans ce pôle. J'ai des bons souvenirs. D'ailleurs, quand j'y reviens, ça me fait bizarre parce que je me rends compte que le temps est passé parce qu'on voit les jeunes maintenant, ils sont très jeunes et on se dit putain, moi j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps et en fait c'est vite passé. Mais c'est que des bons souvenirs et puis c'est beaucoup de travail, quoi, ces années de boulot, quoi. Donc je pense il y a beaucoup de gens qui font leurs armes dans les pôles. C'est pas systématique, mais il y en a beaucoup. Moi, le pôle sport de Nice, en plus, j'y suis resté même en junior, je suis pas allé en pôle France, parce que je m'y sentais bien, et comme je t'ai dit, il y avait du niveau sur le tapis, il y avait beaucoup de seniors, donc je suis resté là-bas, j'ai pas fait le circuit habituel que la fédération proposait. Je suis allé m'entraîner à Marseille, j'aimais bien, c'était bien Marseille aussi, mais je trouvais qu'il y avait plus de concurrence sur le pôle de Nice, et puis j'étais bien avec mes parents, j'étais bien j'allais un peu au village le week-end, il y a des choses que je pouvais pas faire si je partais à Marseille. C'était bizarre, je partais loin, il fallait aller en internat. C'était Marseille Nord, j'avais pas trop envie d'aller là-bas, donc je voyais que j'arrivais à m'entraîner, que je continuais de progresser à Nice. J'ai fait le choix de rester. Je l'ai un peu payé au début, parce qu'au début on m'a un peu, début junior, alors que j'étais deux fois champion de France cadet, on m'a un peu snobé. J'étais pas sur les stages au Japon alors qu'ils en prenaient, qui étaient en pôle France, de ma génération. J'ai dû vraiment faire des résultats pour commencer à revenir, parce que franchement on n'aime pas trop quand ça sort du cadre. Je savais que j'avais fait un choix un peu où on n'allait pas me faire de cadeau, mais bon, je me suis bien entraîné, j'ai progressé. Au final, deuxième année junior, je fais champion de France, vice-champion de France. Et
troisième année junior, je fais une très belle saison. Mais là, c'est l'année où je rentre à l'INSEP. Mais bon, je ne voudrais pas aller trop vite. On va y revenir sur ça. Du coup, tu fais tes armes au pôle de Nice avec Gilles Naon, c'est ça? Ouais, Gilles Naon, d'ailleurs, une pensée à lui parce qu'il a été bien malade là, avec le Covid. Et ouais, il a fait un petit séjour à l'hôpital. Donc, s'il m'écoute, j'espère que ça va aller mieux rapidement. On lui envoie des bonnes ondes. Voilà. Du coup, tu fais tes armes au pôle de Nice. Comme tu dis, tu prends ton temps, tu es dans ton cocon, tout se passe très bien, les choses sont bien. Je m'entraîne pas mal aussi avec mon père, quoi. Pour dire ce qui est, de 5 ans à 18 ans, je me suis pas mal entraîné aussi avec mon père. Même s'il n'était pas tout le temps derrière moi, parce que mon père il est plutôt du style il fait plus de l'accompagnement que ce qui va pousser les gens en fait. Donc j'allais beaucoup courir seul, j'allais beaucoup faire des choses. Mais il m'emmenait au club, mais parfois il nous faisait technique, il partait, il allait faire autre chose, il nous disait vas-y continue à travailler. Je pense que c'est un peu sa méthode, c'est sa manière d'apprendre. Il aime bien apprendre aux gens à être autonomes, à s'approprier leur projet. Mais je discutais beaucoup de judo, quand on faisait les retours de compète, je parlais beaucoup de judo avec mon père, des solutions, des choses à mettre en place. Et donc c'est beaucoup mon père qui m'entraînait. Et puis bien sûr il y a eu Gilles sur le pôle qui mettait une très bonne ambiance sur ce pôle. C'était un pôle qui tournait bien, où il y avait beaucoup de médailles. Ça aide parce qu'il y a besoin d'un collectif qui avance aussi, même si c'est un sport individuel. Et donc c'était un peu ça mon univers pendant de longues années. Pour revenir un peu sur ton papa Marcel, bon, moi je le connais un petit peu parce que du coup on s'est croisés plusieurs fois pendant les vacances, autour du judo, au bord des tapis, etc. Moi j'ai l'impression que ton père il t'a pas... Bon, on en a discuté pas mal des fois entre nous, mais il t'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Non, après je pense qu'il m'a influencé quand même, parce que forcément je pense que quand on a fait du haut niveau, si jamais on a un enfant qui rentre dans cette voie, forcément on a tendance à influencer. Je veux dire, les enfants sont plus manipulables. Ouais, en tout cas, j'ai jamais senti de contrainte à faire du judo. D'ailleurs, j'ai arrêté une année, j'avais fait de l'escrime un an quand j'étais petit. C'est peut-être pour ça qu'à la garde, je viens tout le temps et je ressors, je sais pas. Mais... Je l'ai toujours senti, moi, un peu quand plutôt quelqu'un qui t'a aussi aidé pas mal à prendre les bonnes décisions. Quand plus tard t'es monté sur l'INSEP. Ça fait gagner du temps, quoi. Voilà. J'ai pas... Même sur mon judo, j'ai un peu physiquement, je lui ressemble. Je sais qu'il m'a fait gagner du temps. J'ai pas mis longtemps à trouver mon judo. J'ai vite trouvé ce qui fonctionnait bien avec moi, avec mon corps et tout ça. Ouais, et puis il sera judo aussi peut-être. Après il m'a appris à apprendre un peu. Je sais qu'il me disait, il m'a appris à analyser les choses en fait souvent. J'avais comme je t'ai dit, il m'apprenait, je pense, un peu à être autonome, à analyser la situation, à voir ce que je pensais quand je revenais de compète, sur ce que j'avais fait, tout ça. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai pris l'habitude, c'est un peu parfois ce qu'on m'a reproché aussi plus tard, mais d'avoir une démarche active, d'être hyper impliqué dans mon projet, de chercher des solutions, tout ça. J'aime pas me faire driver en fait. J'ai vraiment, c'est pour l'expression, mais j'aime pas suivre. Ouais, t'as un peu appris aussi à être autodidacte sur certaines choses. Sur certaines choses, oui. Après, je sais que c'est sa manière de faire, c'est quelqu'un d'indépendant, mon père, et il m'a transmis un peu ça. Après ça, je pense que ça vient un peu, c'est peut-être du côté corse de mon grand-père. J'ai vu pas mal de gens comme ça en Corse qui aimaient pas avoir de chef. Et je sais que c'est un peu mon défaut parfois. Faut que je mette un peu de l'eau dans mon vin pour collaborer, pour travailler. Mais après, ce que je supporte pas, c'est qu'on m'impose en fait. Parce que discuter, au contraire, qu'on critique mon travail, j'adore qu'on critique mon travail. Ça fait des longs débats, j'adore. Et j'adore les débats. Tous les gens qui me connaissent le savent. J'adore discuter des heures d'un détail, parce que je pense que le diable est dans les détails, surtout en judo, et que c'est comme ça qu'on progresse. Donc moi j'ai toujours eu cette manière de fonctionner. J'aime bien avoir un entraîneur qui va un peu me critiquer, qui va me dire pourquoi t'as fait ça, qui va un peu pousser mes raisonnements dans ses limites. C'est comme ça que j'avance. J'ai besoin de discuter, j'ai besoin de beaucoup discuter. Et ça peut être si c'est un entraîneur qui est habitué à travailler avec quelqu'un qui dirige la baguette, qui un athlète télécommandé, je suis pas... C'était pas ton truc. Non, c'est pas du tout mon truc. J'ai besoin de faire des réunions, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de regarder des combats que j'ai fait. J'ai besoin de ces choses-là parce que sinon j'ai l'impression de travailler dans le vent, que ça me fait pas progresser. Puis même, je pense qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses aussi. C'est comme on va faire une séance, même en judo, en prépa, tout. Si on sait pourquoi on l'a fait, quel est l'objectif, je pense qu'on travaille mieux. Donc moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être impliqué dans mon projet. J'aime pas me sentir dépossédé de mon projet.
Du coup, pour rebondir là-dessus, ton projet, tu sors du pôle de Nice, donc tu sors sur ta... Bah, je passe mon bac à Nice. Tu passes ton bac à Nice. Voilà, j'ai mon bac. Bon, là, l'année, un peu, tout le monde part en fac, part dans des écoles, tout ça, faire sa vie. C'est un peu. Moi, j'ai bien aimé être déraciné à ce moment-là parce qu'on n'a aucun regret. On se dit pas qu'on laisse ses potes derrière soi. Tout le monde part un peu à ce moment-là. Donc j'ai. Ouais, puis l'évolution pour le judo sur Nice, c'était. Oui, bah après. Ça y est, voilà. t'étais allé au Bah, bout en junior, je me prenais encore des rousses parce qu'il y avait des mecs costauds, il y avait des seniors costauds. Là, c'est sûr, quand on arrive deuxième année junior, la fin des trucs, on commence vraiment à être parmi. Enfin, moi, j'étais une caté du milieu. Voilà, je sais que je commençais à faire partie des plus costauds du tapis et que voilà, il fallait aller chercher une adversité. Et d'arriver à l'INSEP à ce moment-là, c'était parfait. Je me suis retrouvé avec tous les champions de l'époque. C'est la suite logique. Hein. Si depuis tout petit, ton projet c'était de performer, d'aller chercher des médailles, à un moment donné, le passage obligatoire. Oui, bah je le savais. Je voulais y aller à 7 ans, donc j'étais pas de surprise. Hein. C'était mon rêve. Hein. Moi, vraiment, à monter à l'INSEP, c'était mon rêve petit. Donc, bon, à 18 ans, c'était un peu la suite logique des choses. Ça m'a fait bizarre, attention, hein, parce que je me suis retrouvé un peu de sortir du cocon familial, à de suite être dans un internat à l'INSEP. J'étais jamais sorti de chez moi, donc non, ça a été bizarre au début. Ouais, d'ailleurs, autant je pouvais être très mature, je pense, sur le judo, sur certaines choses, autant sur la vie, c'est un peu, je pense aussi à l'INSEP que je suis devenu un homme petit à petit, parce que j'étais encore vachement, enfin avec du recul, j'étais quand même un enfant quand je suis sorti de chez moi à 18 ans, j'étais dans mes comportements tout, j'étais encore un peu un enfant, je me rends compte maintenant. Un peu sauvage quoi. Sauvage, non, pas sauvage, parce que... Non, après, je cultive ma différence, tu me connais, je suis pas quelqu'un qui essaie de se conformer, j'aime bien... Je suis pas fort à faire comme tout le monde, quoi. Je sais que j'ai pas un instinct grégaire très développé, au contraire, j'aime bien parfois un peu faire exprès de pas faire comme les autres. Donc voilà, mais ça s'est bien passé, moi j'en garde des bons souvenirs de cette année l'INSEP. J'étais avec Anthony Laigne. J'ai appris la vie, on a rigolé, c'était un peu la liberté aussi, c'était les débuts sur Paris. Je prenais le week-end, je prenais le RR, j'allais faire un tour dans Paris avec des potes, j'avais ma liberté quoi, pour la première fois. J'en ai pas abusé trop parce que de toute façon c'est mauvais pour le niveau aussi, voilà. Mais je me suis pas mis non plus à faire la bringue tous les jours quoi. Mais c'est une période où on découvre un peu sa liberté quand même quand on sort de chez ses parents la première fois, qu'on part faire des études ailleurs. Et alors comment elle se passe du coup cette première année à l'INSEP nouvelle vie. Ouais, au début un peu dur. Alors les 2-3 premiers mois ça va, c'est cool au début. Et après je me rappelle quand même la grisaille parisienne. Enfin moi je venais de Nice quoi, il y a 320 jours de soleil par an quoi. Sûr que moi ça m'a pas dépaysé quoi. Quand je suis arrivé, non c'est sûr en Bretagne ça m'a pas dépaysé. Non voilà, moi j'ai quand même un peu souffert, mais il y avait pas que ça, hein. Il y a aussi le fait de voilà, on laisse tous ses potes derrière, on laisse la famille. C'est dur hein, pour quelqu'un du sud parce que les autres je les voyais rentrer le week-end chez eux, nous tous les mecs du sud on restait ici en fait et on n'y était pas beaucoup parce que hormis quelques mecs du sud-ouest et quelques mecs du sud-est, les autres ils peuvent rentrer chez eux en moins de 3 heures quoi. Nous on était c'était l'expédition. C'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs moi j'ai souvent l'impression que Paris ça réussit assez mal au sudiste. Alors je fais peut-être une généralité tu vois. Non mais c'est vrai. Il y a souvent un mal-être. Tu vois quand moi je me souviens je suis rentré avec Morgan Ray. Alors moi c'était un profil un peu particulier mais ou Bourgui ou c'était souvent des mecs à qui ça manquait le sud. C'est-à-dire qu'ils avaient un vrai manque à un moment donné de retourner chez eux. Ouais mais je pense que déjà il y a un peu de France quand même. Je pense vraiment là-dessus il y a voilà. Quand il y a la Languedoc et la Languedoc, c'est vraiment la France, elle est coupée à un endroit et les gens sont, même sur le comportement, je trouve les gens se comportent différemment. Après, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit, mais du coup, je pense que pour moi, ça aurait du sens de mettre même limite un centre sportif dans le sud, dans le midi, du midi. Je sais pas, dans une ville étudiante comme Aix-en-Provence, faire un deuxième INSEP, aujourd'hui, il y a la place, il y a assez de licenciés. Il y a des pays où il y a plusieurs centres, on est le seul pays à être tout centralisé sur Paris. On a vu ça on trouvait ça indispensable pendant longtemps. Moi je pense pas que ce soit indispensable, ça pourrait peut-être changer un jour. Bon, le fait est que moi quand je suis arrivé il n'y avait pas le choix, il fallait être ici sinon on n'était pas sélectionné. Du coup je suis monté et puis au début c'était un peu dur. On change tout, on voit plus ses anciens amis, on voit beaucoup moins sa famille, voilà. Au début on descend un peu puis après on se rend compte que voilà, ça coûte une blinde, on revient le lundi, on est claqué parce qu'on a fait le trajet, voilà, une fois j'ai essayé en train, je l'ai fait 2 fois, après je me suis dit je préfère descendre moins et descendre en avion, comme ça je profite du week-end. Mais
Mais ouais, c'est des petites problématiques que les gens voient pas forcément. Enfin, quand les gens se rendent pas compte, parfois il y a des gens qui viennent de Normandie, de Bretagne, tu vois, c'est rapide quand même. C'est pas le même truc. Tu veux rentrer chez toi, ça coûte plus cher et c'est plus long. Ouais, puis les débuts d'année sont durs. Hein. C'est une nouvelle méthode d'entraînement. Comme tu dis, souvent tu te prends un peu tout d'un coup, il commence à pleuvoir, il commence à faire froid. Ouais. Alors, les premiers mois, ils sont pas évidents, mais. Ouais, là, il y a le changement de la charge d'entraînement. Pareil, je me rappelle, première semaine où j'arrive à l'INSEP. En fait, on revient des stages, on était en Normandie, je crois, à Olgat. Et on revient des stages d'Olgat et on commence à s'entraîner 2 fois par jour. Et là, moi, je m'entraînais 1 fois par jour en pôle. Et j'allais courir un peu à côté, je faisais des activités en plus, je me faisais un peu des petites prépas physiques et tout, mais je m'entraînais 1 fois par jour, quoi. L'autre, c'était accessoire, c'était vraiment si j'avais un peu de jeu en plus, j'y allais et je le faisais tout seul. Et là, en fait, on commence à s'entraîner 2 fois par jour. Et au début, au bout d'une semaine, moi, je leur dis, mais ils vont continuer. C'était la fin du stage de prépa, ça va continuer comme ça. Et en fait, ouais, ça allait continuer comme ça toute l'année. Donc, ça m'a fait un petit choc, ça a été un peu soudain. Et d'ailleurs, j'en ai souffert, je me suis pas mal blessé au début. J'ai passé énormément de temps blessé. En plus, moi, j'ai un profil où je m'engage vachement quand même dans le combat. Donc, je fais pas semblant, j'étais pas à faire de la garde, à faire de la tactique, à travailler, à temporiser sur les mains. J'étais vraiment à m'engager sur chaque reprise. Et franchement, j'arrive. En fait, ce qui m'a sauvé avec un regard, en regardant dans le rétroviseur, là, c'est de me dire que j'ai eu une pubalgie. Et en fait, cette pubalgie me limitait vachement. Dès que je m'entraînais trop, je me retrouvais avec une inflammation. J'avais mal quand je me levais du lit. T'as eu une opération d'ailleurs. Hein. Bah ouais, mais ça, j'ai attendu la fin de l'année junior. Ouais. Et du coup, cette première année est très dure et j'ai tout le temps cette pubalgie qui revient, je reste poli, mais qui m'enquiquine vraiment. Ouais. Et et ça m'oblige à gérer mon effort du coup. Je peux pas m'entraîner tout le temps, je suis souvent en train de glacer, je passe des 3-4 jours à glacer, à reprendre un truc. Et ben on finit l'année junior parce que je suis quand même bien. Alors je commence l'année, je perds les ligues en finale, je fais 2e. Après je gagne les freins. Raconte-nous ça parce que c'est intéressant quand tu. Parce que Non, ça nous est tous arrivé. Ouais, ça nous est tous arrivé. T'arrives à l'INSEP, tout le monde dans les régions te prend un peu pour le. Je voulais pas faire les ligues, mais parce que déjà on s'entraînait beaucoup, on était crevés. Les ligues, si jamais on les perdait, il y avait rien à gagner, on était à l'INSEP, on allait en parler. Et si on les gagnait, bon, c'était pareil, on n'en parlait pas. Donc j'aime pas trop faire des compètes quand il n'y a pas d'enjeu. J'aime bien quand il y a un enjeu, quand il y a quelque chose à gagner. Et là en fait, j'y vais à contre-cœur. Mon père il me dit mais si, viens les faire, faut arrêter de truc. Parce que mon père, je sais qu'il aime bien qu'on fasse pas mal de compètes quand même dans la saison. C'est comme ça qu'il formait les jeunes. Et là j'avais pas envie, donc j'y vais un peu en moonwalk, pardonnez-moi l'expression. On l'a tous fait, hein, le petit retour dans la région où on n'a pas envie de la faire et que j'ai pas envie. Tu prends un mec à qui c'est un peu sa grosse compète de l'année et puis et en final je me prends un Uchimata bien fait dans le temps. Je tombe bien comme il faut. Je remonte, je me dis personne va savoir. Premier pas que je mets dans le dojo. Il y avait Bataillou, c'était Bataillou qui m'avait chambré. Direct il m'a fait ça s'est bien passé les lignes. Petit sourire, on s'est compris. Pour revenir à ça, il y en avait qui étaient assez bons quand même. Oui, à cette époque-là. Toujours bienveillant, mais tu pouvais pas passer à travers. S'il y avait Bataille et Stigelman au médical, ils le quittaient rarement d'ailleurs. Fallait pas faire d'erreur. Ouais, on peut aussi facilement rajouter Pierre Robin. Pierre Robin qui était très à l'affût à chaque fois qu'il y avait un petit truc qui passait. Il te loupait pas. Et en général, après, la machine infernale se met en route. Benjamin Darbelé, enfin, t'as tout le monde qui s'y met. Ouais, mais après, c'était bon enfant. Je trouve que c'était sympa, quoi. Mais bon, du coup, je perds, mais j'en fais pas. Enfin, ça m'énerve, comme toutes les défaites, quoi. Voilà, on n'a pas envie de perdre. Mais j'en fais pas toute une histoire dans ma tête non plus. Et puis on repart au boulot et là je fais une bonne saison et d'ailleurs c'est un peu le truc qui me dit que j'ai eu raison de monter sur Paris, que c'était pas fait pour rien même si ça a été dur. Je gagne les France, je gagne les Europes et je gagne les mondes, donc je fais saison sans faute quoi. Et puis ça m'a conforté dans ce que je faisais. J'ai dû me faire opérer derrière justement de cette pubalgie. Une opération des hernies inguinales. Quand tu dis une bonne saison, c'est. Ouais. Une très bonne saison. Au final, il y a un titre de champion de France qui est vraiment pas facile à aller chercher dans ces catégories-là. Et là, un titre de champion d'Europe à Yerevan, c'est ça? Yerevan, c'est ça. En Arménie.
et un titre de champion du monde à Paris ou à Coubertin. Ouais. Je crois que c'est la dernière compète qu'il y a eu de judo à Coubertin. Ouais, c'était une salle mythique un peu en plus. Une salle mythique, hein. C'était une super salle pour, ouais, elle pour était, faire des ouais, c'était un compètes de chaud. judo. Ouais, parce que le public est proche du tapis, j'ai gardé de bons souvenirs. Il y avait ma famille et tout. Non, franchement, c'était génial. J'ai passé c'était un moment de dingue. Hein. C'est quand on s'est engagé comme ça. En fait, plus le chemin vers le titre est difficile, plus il a de la valeur. Hein. C'est que ça. Hein. Parce qu'au final, vous pouvez être champion du monde, champion de département, si la difficulté était grande pour vous. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, dans ma carrière, j'ai eu d'autres titres. Le premier titre champion du monde, tu le vis, un truc de dingue. Et après, les médailles, quand t'es lancé, que tu sais que t'es dans les favoris, que tu les fais, elles n'ont pas la même intensité. Même si c'était tout le temps des super bons moments, elles n'ont pas la même intensité. Tu vis pas 2 fois les choses pareilles. Et là, ça fait partie des bons titres de ma carrière. À Paris en plus. Donc toute la famille qui a pu se Ouais, déplacer. Paris, j'aurais préféré à Nice, mais. Ouais. mais oui, mais oui, en France, quoi. Ouais. Et puis avec tout le monde, quoi. Ouais. Avec tout le monde. Donc, non, c'était bien, c'était une petite revanche en plus, surtout sur la vie, de se dire que voilà, on se dit c'est un peu difficile, on arrive un peu avec son style de judo. Moi en plus on m'avait pas mal critiqué parce que je faisais le judo beaucoup à une main, que j'attaquais beaucoup, enfin voilà, quand j'avais pas mal d'attaques déchets, donc de mettre tout le monde d'accord en dernière année junior, comme dans le sport en général, hein, ça parle, hein, voilà. Ça m'a vraiment, enfin c'est le moment qu'on savoure quoi, quand on est athlète de réussir. J'ai réussi, il y a rien à dire, j'ai fait une saison, j'ai fait un parcours sans faute. Voilà, et puis même ça motive pour senior, on se dit non, c'est parti. Ça t'a mis sur de bons rails pour la suite quand même. Ouais, on se dit que si on lâche pas le truc et que s'il n'y a pas de grosses blessures, a priori on va réussir à retrouver le niveau en senior. Enfin, si on est sérieux, hein, parce qu'attention, ça peut être aussi le moment où il y a des gens qui ont lâché à ce moment-là, parce que ils se sont dit ouais, ça y est, c'est arrivé. Moi, c'est au contraire, je me suis dit si je suis sérieux, que je continue, je sais pas si c'est dans 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, mais à un moment donné, je me suis dit je vais avoir le niveau international senior. Du coup, ça vaut le coup, je suis dans la bonne voie, ça rassure, hein, parce qu'on est un sport olympique, amateur. Alors même si c'est semi-pro, je veux dire aujourd'hui on arrive à en vivre que si on est très bon à l'international. Donc je veux dire quand on prend quand même un gros risque. Et d'ailleurs la deuxième année après, j'ai fait une première année de STAPS, j'ai galéré, je l'ai pas validé, j'ai recommencé une année STAPS et quand j'ai vu que ça se goupillait bien, je me suis dit j'arrive pas, le double projet, on va le faire en 2 temps. Si à 24-25 ans je suis pas vraiment dans les meilleurs seniors, que j'arrive pas soit à vivre correctement du judo, soit que je reprends les études à ce moment-là. Mais là, je me laisse vraiment une Olympiade pour décoller. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à faire des médailles en Grand Prix. J'ai commencé à faire ça, plusieurs. J'ai commencé à décoller. Donc, mais on est un peu. On se demande si on a fait le bon choix. Parce que c'est une période. Et d'ailleurs, j'étais un peu insouciant peut-être à l'époque, un peu moins conscient de tout ça. Et là maintenant que j'ai 30 ans, je vois un peu plus le truc de me dire va falloir moi je savais que je voulais travailler dans le judo, donc ça va, c'est pas non plus un gros stress, mais je savais pas encore, j'étais pas encore sûr à 100%. Mais à l'époque, quand on est à ce moment là de sa carrière, justement, qu'on est jeune senior et tout ça, on se demande si on fait les bons choix parce que ça va déterminer la suite de notre vie. Donc je pense que c'était des moments où le fait de gagner à ce moment là, ça conforte dans ses choix. Je l'ai vécu comme ça, et puis un gros moment de joie, quoi. C'est toujours plus encourageant quand tu gagnes que quand tu galères. Quand tu galères. Ouais, mais bon, quand tu galères, un footeux qui perd, qui gagne 10 000 € par mois, je veux dire, non, mais je veux dire, même s'il est deuxième de Ligue 1, voilà. Il est pas tout seul. Non, c'est clair. Même s'il est réglé en Ligue 2, tu vois, il arrive à vivre. Ce que je veux dire, c'est que le moment, la petite phase de doute que tu as, quand tu gagnes, tu te poses moins quand même de questions que quand tu perds. Ouais, sur ton avenir. Et puis moi, je suis quelqu'un qui cogite, j'ai tendance à me projeter loin, donc j'aime pas trop l'incertitude, j'aime bien sentir que j'ai le contrôle sur ma vie, donc sur ça, c'est le moment qui rassure. Du coup là, je reprends un peu chronologiquement, on est, si je me souviens bien, les mondes c'était en septembre 2010, c'était septembre 2010. Du coup après tu bascules dans les années seniors. Comment ça se passe ? Toujours sur l'INSEP les années seniors, déjà je me fais opérer de la pubalgie. Ouais. Donc faut revenir. Ça c'est pas une opération non plus de dingue, ça s'est bien passé. Et je reprends. Et là je continue à me blesser. Je continue pas mal à me blesser parce que pareil, je m'entraîne trop. Et
Enfin trop, c'est pas trop, je m'entraîne trop, c'est bien, hein, je m'entraîne trop, je m'entraîne vraiment trop. J'en faisais de trop. En plus j'aimais bien avoir la main sur la manière dont je m'entraînais, comme je te disais au début, et parfois on m'imposait des trucs, donc comme il y a des trucs que je voulais faire, je les faisais un plus à côté, donc ça faisait une charge en plus. Et puis parfois ce qu'on me demandait, je me sentais pas forcément très bien en le faisant. Enfin il y avait plein de petits trucs, j'ai fait des erreurs moi-même au début avec l'inexpérience comme... Et puis c'est un peu la culture du judo français, je pense. On en demande tout le temps plus, on se demande jamais, on cherche jamais à faire mieux. Et moi j'étais pas du tout là-dedans quand j'étais à Nice, j'étais vraiment sur bon, on va travailler technique, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end en compète, faire beaucoup de compète, qu'est-ce qui s'est passé en compète, on faisait le débrief, on travaillait en technique ce qui allait pas. À la limite, tout le monde croit, parce que je suis musclé, tout le monde croit que je faisais de la muscu toute ma jeunesse. Déjà je courais beaucoup et de la muscu j'en faisais pas des masses, je faisais quelques cordes après la séance, des choses comme ça. Et la muscu j'ai commencé à en faire à l'INSEP au début. Et pareil, au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans ce domaine, au début on fait n'importe quoi, il n'y avait pas forcément des gens pour nous corriger. Les gens ça les faisait rire, c'était dans la culture de faire des développés couchés, de ponter comme un fou. Non, bon, ça va, moi, je me suis pas 3000 le dos, je crois. Mais voilà, je sais qu'on a fait des bêtises. On faisait un peu n'importe quoi. Sur les mouvements et tout, c'était un peu folklorique. C'est marrant ce que tu dis, parce que des fois j'ai un peu le même sentiment, c'est que 2009-2010, ça paraît pas si loin que ça, mais c'était vraiment pour moi une autre époque. C'est-à-dire que quand tu rentrais déjà le dojo, il n'y a plus rien à voir avec maintenant, quoi. C'était les vestiaires un peu sombres en sous-sol. Le dojo était partagé avec la salle de lutte. Le lieu a totalement changé, la mentalité, je sais pas. Ouais, c'est ça, le lieu il a. Ah ouais, il est passé dans une autre. On partageait, rien, tout a changé en fait. On a récupéré Est-ce que tu te souviens un peu de la cafette était pas au même endroit, enfin tu les petits trucs, le monde change. Tu te souviens un peu de l'ambiance on va pas jouer au vieux à 30 ans quand même. Non, mais est-ce que tu vois, tu sens que c'était pas la même ambiance. Enfin moi en tout cas c'est l'impression que j'avais quand j'ai débarqué là-dedans. Ouais, on est les jeunes en fait, je pense. C'est aussi le statut qui change. Je pense que on est souvent à dire ouais c'était pas pareil avant parce qu'on vit plus la chose de l'intérieur. Aujourd'hui j'ai l'impression, je pense que ceux qui vivent leurs 20 ans là en ce moment, ils auront quand même des bons souvenirs, des choses à raconter, bien sûr. Et que quand ils regarderont derrière ils diront c'est pas pareil, mais en fait c'est plus pareil pour nous parce qu'on a vieilli. Enfin moi je le vois comme ça. J'ai du mal un peu avec les discours. En plus il y en a beaucoup dans le judo, c'était mieux avant tout le temps. Je sais pas si c'était mieux avant, en tout cas moi j'ai aimé avant. Pas forcément mieux, mais c'était différent. Voilà, c'était sur le tapis, les gens que tu avais sur le tapis, l'ambiance du tapis était. Ouais, mais il y a ce côté un peu. Au début on rentre, on a 20 ans, on a tout à découvrir, c'est notre rêve, on débarque là, on est plein d'ambition. Donc il y a ce côté un peu, on débarque, on découvre tout. Enfin moi perso, j'étais timide, j'allais pas. Voilà, quand je croise les champions de l'époque, à chaque fois c'est oh là là. Et c'est plus de ça que je veux voilà. Et maintenant, après 10 ans ici, c'est nous les vieux. Et aujourd'hui, quand je regarde, parfois il y a des petits trucs qu'on aimerait changer. Il y a des trucs, on les a tellement vus qu'on en a marre de les voir. Donc on n'a plus le même regard sur l'INSEP, on a un autre regard. C'est différent. Après, je pense que ça vient beaucoup de nous. Bien sûr que le système change, des choses changent, mais on change aussi beaucoup. Donc, savoir si c'est nous qui avons changé ou si c'est vraiment la mentalité de la nouvelle génération qui a changé, je sais pas. Je m'y hasarderai pas. Je les laisse vivre leurs 20 ans à eux. Ils les vivent comme ils veulent, on les a vécus comme on voulait. Voilà. C'est clair. Du coup, là, tu passes sur comme tu dis, un peu sur les années seniors où il y a pas mal de petits pépins parce que beaucoup trop, comme tu dis, un petit peu mal géré aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu reprends la main sur ça? Tu dis bon. Concrètement, j'ai pas repris la main sur ça. Je suis un peu tombé là-dedans, dans ce truc de quantité. Et après, j'ai commencé. Alors, j'ai abandonné STAPS, j'ai passé mon BE parce que je me suis dit, quand même, s'il m'arrive quelque chose, il faut que je puisse manger. Si jamais je me fais les deux croisés ou que. Voilà. Donc, je me dis, faut que je passe mon BE. Je passe mon BE pour pouvoir être prof de judo. Pour ceux qui savent pas, le BE, c'est le diplôme pour être prof de judo. Et derrière, je passe aussi mon DES un peu plus tard. Et j'ai fait des petites formations, j'ai suivi des cours parce qu'il y a de remise à niveau pour avoir le BE qui m'ont fait faire à l'INSEP. Ils ont proposé quelques trucs, c'était pas mal. Et justement, là, il y a un moment donné, à la fin je crois que j'étais senior, en 3e année senior, enfin, on compte plus après, mais je sais plus exactement quel âge j'avais, je devais avoir 21, 22. J'avais fait une formation comme ça, il y avait de la méthodologie de l'entraînement, c'était avec Frédéric Sadis.
Et c'était la première fois que voilà, je voyais un peu des. Bon, du coup, ils nous mettaient avec les licences TAPS. Hein. J'ai pas fait de licence TAPS, mais ils nous mettaient avec les licences TAPS et ils nous donnaient des cours sur la méthodologie de l'entraînement. Et là, ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses en fait. Je me suis rendu compte que déjà, tous les principes théoriques, on les ressentait quand on est sportif. Parce que bon, on a plein de sensations. Il y a des choses, on les ressent, on n'est pas sûr, on sait pas mettre de mots dessus. Là, le fait de réussir à mettre des mots dessus, moi, ça m'a vraiment aidé à mieux m'entraîner. Et je me suis rendu compte, voilà, j'ai pris conscience de la charge d'entraînement, que c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on est meilleur. C'est pas parce que. Enfin, plein de principes qu'on a un peu dans les sports de combat où il y a un peu, moi, ce que j'appelle l'effet Rocky, quoi. C'est, ouais, tu mets une musique et tu forces, et tu tapes dans un bout de viande et t'es meilleur parce que c'est un sport de combat, voilà. Et tout ce petit côté un peu bourrin, qui d'ailleurs n'existe pas dans tous les pays, parce que c'est un truc qui est très présent, je pense, en France. Je sais pas pourquoi, peut-être aux États-Unis aussi, c'est l'Occident, je pense, mais il y a d'autres pays dans le monde où les gens en font un peu différemment. Et je trouve qu'on était. Et ça dépend du sport aussi. Je pense d'un sport à l'autre, la culture, il y a une culture sportive. Mais en tout cas, dans le judo français, je sais qu'il y avait une culture. Il y avait une culture judo où c'était vachement la quantité, si t'en fais plus, tu seras le meilleur, comme s'il y avait une justice divine qui allait faire que tu devais réussir parce que t'avais fait plus que l'autre. Moi déjà je m'étais entraîné très tôt, pas mal, et je pense avec des entraînements de qualité, dans un centre très ciblé, très vite individualisé, très jeune. J'allais m'entraîner tout seul, j'étais partie prenante dans mon projet, sur ça j'étais mature très tôt. Et quand je suis arrivé en fait là-bas, pour moi, à 22-23 ans, j'étais déjà bon, j'aurais déjà dû faire des médailles à l'international, comme j'analyse le truc maintenant. Et j'en ai pas fait parce que j'avais pas la bonne culture de l'entraînement, j'étais en fait sur une culture à me dire ouais je vais faire la quantité, je suivais on me disait qu'il fallait en faire beaucoup, je le croyais, j'y allais. Empirique quoi. De manière très empirique, et même pas parce que l'empirisme c'est pas forcément quelque chose de mauvais, on parle d'expérience, on peut se rendre compte qu'il faut pas en faire trop. C'est des croyances en fait, c'est des croyances néfastes qui font que qu'on tombe dans un truc d'entraînement où on s'entraîne trop, on se blesse tout le temps. Et du coup, tout le temps des petits pépins, pas des blessures graves, mais tout le temps une déchirure quelque part. Voilà, je me déchire 2 fois le psoas, une entorse, 2 entorses, 3 entorses, hop, et au final, à la fin de l'année, on arrive et j'ai passé 4 mois sur le tapis, quoi. Si on prend le truc, j'exagère à peine. En plus, j'ai un judo explosif où je m'engage vachement. Fallait pas que je m'entraîne comme ça, en fait. Et je commence à en prendre conscience en faisant ces petits cours, en faisant des cours. Et puis après, je commence l'année. Et là, je fais des bons résultats quand même en m'entraînant un peu comme ça à l'arrache. Il y a des choses qui commencent à aller bien. J'arrive à faire 5 au monde à Paris quand même. J'étais pas du tout favori, j'étais même pas 50e mondial. Donc, boum, je marque les esprits quand même. On voit que je suis en train de monter, je suis un jeune qui monte. Grosse déception pour moi. Il y a les Jeux de Londres qui arrivent. Et bon, je venais de faire 5 au monde. J'espérais que ça allait bien se passer et tout ça. Et puis, la saison se passe pas super bien. J'en veux encore un peu à la manière dont on a sélectionné, dont les gens sur les tournois. Je pense qu'on a envoyé pas tout le monde sur les tournois les plus durs. Moi j'étais au feu dans le plus dur de la saison, ouais. Après Paris. Et on m'a jugé sur une partie de la saison qui était beaucoup plus dure qu'une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, on m'a mal géré. Dès qu'on a vu que j'ai fait 5, en fait, ils me mettaient parce que j'étais le junior, il fallait que je prenne l'expérience. Ils pensaient pas que je pouvais aller si haut dans un tableau. Et je monte super haut dans le tableau. Et je passe à 2 doigts. En plus, je me fais mal en quart et j'arrive quand même à faire un bon combat contre Kim Jae-bung, qui pourtant, je l'avais pris à l'entraînement, je le trouvais vraiment costaud. Là, j'arrive à faire un combat un peu mieux que ce que j'avais fait à l'entraînement. Je me dis, je suis pas loin. Après, je perds en place 2-3, mais en place 2-3, j'arrivais, je boitais, quoi, vraiment. Je revenais du coup, je crois que c'était le Moldave. Ouais, c'était le Moldave, mais j'étais sûr de pouvoir faire beaucoup mieux. Enfin, franchement, même à l'époque, pour moi, à cette période, j'avais déjà un niveau mondial, mais j'étais pas bien entraîné, je faisais des conneries, ce qui faisait que j'ai pas progressé à la vitesse. En fait, on a une image où on est fort à 25 ans, 27 ans, dans le judo français. Et je pense qu'il y a plein de pays, par exemple en Corée, où les champions sont beaucoup plus jeunes, on a une autre mentalité là-dessus. Et du coup, je pense qu'ils croyaient pas trop en moi, ils pensaient que j'étais un peu trop jeune, que j'ai truc, et je pense que c'était une bêtise. Et au final, je me blesse, le truc. Et là, je commence un peu à me disputer déjà avec le staff à l'époque, parce que je commence à comprendre justement à cette période que je m'entraîne trop. Je commence à avoir conscience qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, que j'ai besoin d'être rapide, que je suis quelqu'un de trapu déjà, que si je fais de l'endurance de force à gogo, je deviens un bibendum et j'arrive plus à bouger. Et j'ai besoin de me déplacer pour faire bon judo, j'ai besoin d'être mobile. Donc je demande à faire moins de muscu, ça passe pas forcément. Enfin, plein de petits conflits qui commencent déjà un peu avant les jeux.
l'année des Jeux. Au final, ça passe pas. Je fais pas une mauvaise saison parce que je fais ma première médaille en Grand Prix. Enfin, je fais des résultats quand même. Je fais pas une année nullissime, mais voilà. Je fais pas les Jeux, bon, déception. Et puis là, j'arrive l'année après, mais vraiment l'été, je rumine quand même de pas avoir fait les Jeux parce qu'en plus, j'avais pris des mecs comme Vola Fortier qui ont fait des médailles. Tu vois, je les avais gagnés sur la saison et il y en avait beaucoup que je. Ouais, enfin, pour moi, j'aurais pu être sur le podium au Jeux de Londres. Enfin, j'en suis. Bah voilà, je gagne les mondes l'année après, donc je me dis c'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à accrocher cette Olympiade. Je me souviens que tu ruminais bien parce qu'on était en vacances ensemble pendant Ouais. cette période-là. Je prenais tout sur. C'est moi qui prenais tout ton. Je sais pas comment dire, mais ouais, t'étais déçu quoi parce que je m'en souviens, j'avais pas trop le droit de regarder la télé pour regarder le résultat des Jeux, de peur de me faire engueuler. Non, c'est commencé quand mais c'était frustrant parce que je voulais passer mes vacances, voilà. je voulais décrocher déjà un peu parce que quand on s'est entraîné pendant 4 ans là, toute l'Olympiade, ça a été dur. Ouais, puis je pense que tu as eu le sentiment d'être vraiment pas passé loin d'y aller, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah franchement, Ouais, quand t'as une déception, enfin je veux dire, quand tu penses pouvoir aller au jeu et que tu vas pas et que t'es déçu, bah t'as pas envie de les voir les jeux. Enfin moi je suis comme ça, moi j'ai besoin, puis en plus si je coupe, fallait que je coupe vraiment pour revenir avec l'envie, le truc. Et il fallait pas que je regarde du judo pendant les vacances. Donc voilà, c'est pour ça que c'était une période un peu comme ça. Et du coup, c'est une période où j'ai pris le temps de réfléchir aussi. Et justement, à la rentrée, j'arrive et bien décidé à me dire je vais pas m'entraîner pareil. Je vais m'entraîner moins. Et mon père, qui est pas du tout à me pousser pareil sur la quantité, enfin, il me disait ça, il me dit t'en fais trop Loïc, tu t'engages trop, soit fais plus doucement, soit fais moins, un truc là. Il allait un peu dans ce sens aussi. Mais moi je sentais que quand je faisais moins fort à l'entraînement, je progressais pas en fait. Donc moi la solution en fait, en début d'année j'ai vu Steph Raymond qui était vachement sur un truc de discussion. Qui était ton entraîneur Qui était mon entraîneur, qui était l'entraîneur national, qui était le nouvel entraîneur national. Et puis il croyait en mon projet et il m'a dit voilà, tu t'es entraîné 3 mois l'année avant. Je savais même pas, il m'a dit t'as passé 3 mois sur le tapis, 3 mois et des poussières quoi. Parce que j'étais tout le temps blessé en fait. Et il m'a dit c'est pas possible, faut que tu t'entraînes moins mais que tu restes sur le tapis. Et en fait on arrive, on a les mêmes conclusions. Et du coup c'est génial, là je fais 2 entraînements par semaine judo, un peu de prépa physique, les trucs à côté. Je fais pas forcément je vais parfois faire de la prévention blessure, des trucs comme ça dans la journée, mais je fais pas forcément 2 entraînements par jour, des vrais entraînements par jour. Je m'entraîne moins, et puis à tel point mais j'arrive à m'entraîner du coup, j'arrive à faire une longue période d'entraînement d'affilée, et je me sens de mieux en mieux. Mais pendant cette période, bizarrement, psychologiquement, comme j'ai l'habitude de me faire très mal et d'aller jusqu'à la blessure quasiment pour me rassurer, j'avais l'impression de pas m'entraîner. Du coup, je culpabilisais un peu. Je me disais je m'entraîne moins fort, truc et tout. Et là arrivent les premiers les championnats d'Europe. Et là, je fais ma première médaille, alors que j'avais l'impression de pas m'entraîner. Alors, c'était les championnats d'Europe de quelle année ? De 2013, ouais, du coup. Ouais, 2013, c'était où ? C'était en Russie, non ? Je me rappelle plus, non. Je sais plus où c'était. J'ai oublié. Du coup, premier championnat, enfin deuxième du coup, parce qu'il y a eu les mondes l'année d'avant. Voilà, première médaille, parce que j'étais allé en phase finale, mais j'avais pas fait le truc. Première médaille chez les seniors, pourtant j'avais l'impression de pas m'entraîner. Et en faisant 2 fois judo combat dans la semaine, que des techniques ou que des muscu, des cardio à côté, le reste. Et en fait, je progresse. Et on va, du coup, capital confiance au top. Là, on arrive, je fais une compète. Et là j'ai eu le déclic. Je fais une compète et c'était les équipes. Et là, c'est la compète idéale pour un athlète, sensation au top, en forme, bien, je suis dans le temps, tout, je suis puissant, j'ai le cardio, j'ai tout. Et là, je bats beaucoup de mecs forts de la catégorie sur ce championnat de France. Et je suis en confiance. Et je me dis, quand je termine ce combat, pourtant c'est un championnat par équipe, je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas d'enjeu, rien. C'était pas une compétition internationale. Et je me dis, si je suis sur une journée comme ça pour les mondes, je peux gagner. Ouais. Je me dis, comme je voyais, j'avais pris tous les anciens, tous les trucs et tout, je me dis, je peux le faire. Je dis, je suis 3e aux Europes, je me dis, dans ma tête, ça devient. Bon, j'y croyais aussi quand je fais 5, mais là, je me dis, je sens qu'il y a le fait de m'entraîner différemment, je prends une autre mesure. Voilà, je suis dans le vrai, voilà. Ça fonctionne. Mode de fonctionnement. Voilà, j'ai trouvé mon mode de fonctionnement. Je travaille beaucoup sur des petits trucs, de la plio base, des trucs de vitesse,
pour essayer d'être vif, d'être rapide. En gros, j'ai arrêté de trop travailler mes qualités. J'étais déjà fort et puissant naturellement, j'étais explosif. J'ai essayé d'aller un peu plus sur la vitesse, la précision, coordination, des choses qui parfois, quand on est trapu et quand on a tendance à être un peu moins bon là-dessus. Et j'étais là-dessus sur la prépa physique, sur tout ce qui était à dominante. Après, je faisais un peu tout. J'ai construit mes saisons aussi parce que voilà, avant, je commençais à fond, spécifique au début, spécifique au milieu, spécifique à la fin. Là, je faisais un peu de travail aérobie sur les débuts de saison quand j'étais loin des événements. J'allais petit à petit vers la spécificité. Enfin, j'étais plus pro, quoi. J'avais le truc de m'être renseigné sur la théorie de l'entraînement, ces choses-là, ça m'a aidé beaucoup. Le Stéphane Frémont, hein, on a travaillé vraiment en faisant des réunions avec les entraîneurs de club. On était vraiment sur un truc de discussion. La fédé travaillait avec les clubs. Enfin, il y avait vraiment de l'échange. On faisait des réunions, travail vidéo. Alors, on prenait les vidéos des combats. Pourquoi tu as perdu ce combat? Des choses simples, mais des choses évidentes, mais qu'on fait parfois pas assez. Et au final, je me retrouve à arriver sur ces mondes en confiance. Avec ma première médaille. C'est ceux que je gagne, c'est 2013, Rio. Et là, en fait, je fais champion du monde alors que j'avais l'impression de moins m'entraîner. J'avais même des petits doutes si je m'entraînais assez, des trucs comme ça. Et en fait, moi, mon déclic, je l'ai eu quand je me suis moins entraîné. Ce qui peut paraître paradoxal parce que ce qu'on dit dans le haut niveau, c'est qu'en fait, faut s'entraîner pour gagner en fait. Faut s'entraîner pour gagner, faut pas s'entraîner pour se rassurer, faut pas s'entraîner pour faire beau, pas pour poster une photo sur les réseaux sociaux et dire je m'entraîne. Faut s'entraîner quand si le samedi je suis très en forme et que je sens que la semaine j'ai pas assez tiré, je vais peut-être m'entraîner le samedi ou le dimanche. Si jamais je sens qu'un lundi je suis cramé, que j'ai plus rien dans le sac, que j'arrive pas à lancer une attaque, que je suis en retard sur tout ce que je fais, peut-être qu'il faut prendre 3-4 jours un peu moins fort, arrêter le judo, lever le pied. Et en fait j'ai appris à faire ça. Moi j'ai fait des résultats le jour où j'ai appris à m'écouter en fait. Tout ce qu'on diabolise un peu dans le judo, quand on dit faut pas s'écouter, tout ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a des limites, on a des limites. Faut juste savoir les frôler et pas les dépasser, sinon on va trop loin et ça sert à rien en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que tu penses que c'est aussi le fait d'avoir un nouveau statut qui t'a fait aussi prendre ces décisions de pouvoir dire là aujourd'hui Moi j'avais statut pas trop. Tu sais, alors il y a eu un enchaînement de trucs qui se sont bien passés. Déjà il y a Steph on est la même longueur d'onde, ça c'est bien d'avoir un entraîneur avec qui on est sur la même longueur d'onde sur ce qu'on va faire. Ce qui est pas toujours évident parfois au niveau national, vu que l'entraîneur national on le choisit pas. On se retrouve en fait on se retrouve souvent à pas le choisir. En fait on va devoir travailler avec lui, c'est comme ça et truc. Donc là on était sur la même longueur d'onde. Il pensait qu'il fallait que je m'entraîne moins, moi aussi je pensais qu'il fallait que je m'entraîne moins. Il fallait que je fasse moins que les autres en plus, hein. C'est pas que moi, parce que je faisais pas plus que les autres avant, hein. Je faisais comme les autres mais ça me convenait pas, il fallait que j'en fasse moins. Et au final on arrive sur ça, on fait du bon travail parce que du coup je suis en forme, on met plus de qualité, on arrive à enchaîner les mois d'entraînement et on progresse. Et puis voilà, je travaillais bien aussi avec Steph Auduc parce que justement on travaillait club et fédé ensemble. Donc avec Stéphane on faisait du bon boulot aussi, on faisait du travail technique par rapport à ce qu'on avait vu sur le travail vidéo. Enfin on a été pro quoi, on n'a pas laissé grand chose au hasard. J'avais un potentiel que j'avais déjà démontré en junior. Je suis pas un grand talentueux dans le genre, je suis pas le mec qui arrive en avance sur son âge à chaque fois. Quand j'ai jamais gagné de suite au tout début, j'ai gagné tôt, mais j'ai pas gagné en étant le grand favori en fait. KD1, je gagne les championnats de France, je suis pas le favori. Junior 1, j'ai pas fait de résultat. Tu vois, il y a des mecs comme Hugo Legrand, beaucoup plus talentueux que moi au début, qui font perdre des junior 1. Moi, junior 1, je galère. Junior 2, ça commence à venir. J'étais un bagarreur en fait. J'étais un bagarreur. J'étais à chercher le détail, je travaille beaucoup technique, même si les gens, je sais qu'en France, ils aiment bien quand quelqu'un de technique pose, c'est quelqu'un qui fait Ochi, Osotogari, mais j'ai beaucoup travaillé technique surtout sur les mains, sur les déplacements, sur les réactions. Je suis quelqu'un qui a besoin de noter, moi j'ai tout le temps un carnet, à la fin de mon entraînement, je fais pas ça en fonctionnaire, enfin, mes deux parents sont fonctionnaires. Mais je fais pas ça et les fonctionnaires travaillent très bien je fais pas ça je suis pas là pour checker l'entraînement en fait. Quand je vais à l'entraînement je me dis mais qu'est-ce qui a bien marché pendant cet entraînement, tiens cette saisie revers j'arrive à attaquer sur ça se passe mieux, je donne des exemples comme ça à la volée, mais je me rends compte que j'essaie de saisir ce qui marche bien, ce qui marche pas. Je note sur un carnet ce qui marche parce que peut-être ça me rappellera quelque chose d'une semaine quand un truc. J'ai vraiment besoin de ça, de construire quelque chose. Et là on construisait quelque chose, on avançait, on n'était pas dans l'opposition, on n'était pas à se dire
Ouais, on n'était pas obligé bêtement à dire ouais, il faut faire beaucoup, quand on fait beaucoup on devient fort. Ouais, vous avez vraiment individualisé le travail en fonction On a de tes qualités et de voilà, parce que le haut niveau, hein, on a individualisé, on a été intelligent, on a travaillé ensemble et voilà. Ce qui t'a permis sur cette période-là de tes premiers championnats d'Europe avec ta première médaille jusqu'au titre de Rio en fait, de mettre des médailles quasiment après oui, j'ai quasiment à chaque sortie, hein, je suis pas descendu d'un podium pendant quasiment 2 ans et demi à un moment, je crois. C'est ça. Et puis ouais, les championnats, j'ai fait carton plein. On y avait moi et Lipartelliani qui avait fait le carton plein, et juste au jeu je me manque. Mais moi tu vois, les jeux, il y en a qui disent le regret, t'as pas de médaille au jeu. Mais bon, moi les jeux, je les ai jamais mystifiés au point de le village olympique c'est magique. J'ai jamais mystifié les jeux plus que ça, parce que pour un championnat du monde c'est très dur, c'est un niveau là. C'est juste que les jeux c'est plus médiatisé, c'est que si tu gagnes les jeux t'as plus de médiatisation, mais j'ai pas mystifié les jeux, je les ai pas perdus parce que je me suis mis dans un état pas possible ou quoi, j'avais fait une bonne gestion, je m'étais bien entraîné. C'est que j'ai eu une blessure quoi, j'ai eu un latéral interne avant et ça a vraiment mis des graviers dans le mécanisme, et ça, on était bien rodé, on avançait bien. Là, je me pète le latéral interne à ce moment-là. Alors je me l'étais déjà pété une fois jeune, mais là je me le répète sur le pire moment en fait. Le moment où je m'étais bien entraîné, où j'étais affûté et on allait commencer à enchaîner les tournois pour se préparer pour les jeux. Du coup je rate l'enchaînement tournoi, je rate les Europes, je rate le... du coup ouais, je perds un peu le fil, et quand je reprends, c'est même pas une erreur, hein. Il fallait reprendre vite, je reprends vite. On est à Guadalajara à 3000 mètres d'altitude. J'ai déjà pas la caisse. Je sais plus à combien on était, mais je me rappelle, horrible cette compète. Et j'arrive déjà pas parfaitement entraîné, pas de truc. Je perds au premier tour. J'étais pas descendu d'un podium pendant 2 ans et demi. Là, je me mets à faire un premier tour. Sans perdre contre un favori en plus. Donc ça fait cogiter juste avant. Je dis, je fais quoi? J'en refais un. Ouais, je refais. Je crois que j'ai reperdu un petit truc. Après, je me dis, non, je suis pas en train d'entraîner, il faut que je me réentraîne. Soit je m'entraîne, soit je fais les compètes. Si je fais les deux en même temps, c'était un peu compliqué. Du coup, je me dis, vas-y, je vais me réentraîner pour le truc. Et j'arrive au jeu bien entraîné, hein. J'arrive bien entraîné, mais je manque de compètes, je manque d'enchaînement. Donc, moi, je n'ai rien à regretter, hein. Bon, j'ai été déçu, bien sûr, comme quelqu'un qui s'entraîne pour ça, tous les jours. Mais j'ai aucun regret dans le sens où j'ai donné le max de moi-même. J'étais pas. Voilà. Ouais, c'est les aléas aussi. Voilà, c'est ça. On dirige pas tout. On n'est pas. Sport, hein, même si on aimerait bien tout contrôler, on contrôle pas tout. Et il y a des choses on contrôle pas. La blessure, ça en fait partie. Les jeux, j'ai pas de médaille encore aux Jeux Olympiques, mais bon, je continue. J'ai envie de continuer jusqu'à Paris. On va tenter. Et puis non, mais ça restera. Ouais, ça restera, on verra. Ça restera un petit échec, mais ça c'est pas un traumatisme en soi, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir? Aujourd'hui, si tu devrais en sortir un de toutes ces années, qui peut être dans le judo et hors judo, hein. C'est pas. On est là pour parler de judo, donc je vais dire les meilleurs souvenirs judo. De toute façon, c'est une grande partie de ma vie quand même, le judo. Donc les meilleurs souvenirs, c'est première médaille au... C'est bête, hein, c'est pas forcément une grande médaille, mais c'est première médaille au France UNSS en KD1. C'était le premier championnat de France que je faisais du coup. Et je fais 3 et je gagne à 5 secondes de la fin. Et c'est la première fois que je fais une médaille nationale, même si UNSS, bon, il y en a qui... Un titre? Ouais, voilà. Non, troisième. Ah, troisième, c'était troisième. 3. Mais c'était la place de 3 et je suis 3ème. Et là, je fais ma première médaille en championnat de France. Et comme je t'ai dit, j'étais un bagarreur, mais j'étais pas forcément... j'étais pas dans les favoris, j'étais pas dans les meilleurs, quoi. Donc je me suis un peu surpris moi-même. Et les meilleures médailles, c'est celles où on se surprend un peu soi-même. On n'est pas certain de pouvoir le faire. Donc celle-là, elle était belle. Les mondes juniors, quand je fais le triplé, voilà, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans le truc. Les mondes juniors, j'ai dit senior, ouais, junior. Et les mondes seniors, c'était dingue quand même. Parce que même si je savais que c'était possible, j'étais pas non plus favori, quoi. J'étais pas dans le top 10, donc non, il y a des bons moments. Enfin, il y a plus de bons moments que de mauvais, mais après... Heureusement, hein, parce que sinon, je sais pas si on continuerait... ça fait partie. Si on tirerait sur la corde comme ça jusqu'au bout, quand même, mais bon... Ouais, mais ça fait partie du truc, tu vois, là, je suis passé par une période plus difficile, on en a pas parlé. Ouais, donc du coup,
là, est-ce que tu peux me parler un peu le fait que tu sois monté en moins de 90, voilà, comment ça s'est passé un petit peu, pourquoi tu es monté en 90, voilà quoi. Après les Jeux 80, je savais déjà que je m'en changerais de catégorie après, parce que les régimes ça commençait à devenir dingue là. Toi, tu te mettais en plus une sacrée rigueur au niveau de la. Oui, je faisais pas le yo-yo moi, j'étais pro là-dessus. Voilà, c'était légumes vapeur, viande blanche, enfin j'étais devenu un truc où pour me stabiliser à 83 kg, 84, j'étais au régime tout le temps en fait. Donc parfois il y a des gens qui me disent mais tu fais pas beaucoup de régime, tu perds 2 kilos. Ouais, mais je perds 2 kilos, mais je suis déjà comme tu manges toi quand t'es au régime. Donc j'ai envie de dire parfois, quand tu regardes quelqu'un de 2-3 kilos, regarde ce qu'il mange avant de commencer le régime. Et moi là ça commençait à devenir insupportable parce que je mangeais vraiment. Je me souviens quand on faisait des bouffes dehors ou quoi que ce soit, t'étais toujours très. Ah ouais, je faisais gaffe, j'étais vraiment, je déconnais pas, j'ai des trucs. Et parce que en fait je vis très mal les régimes, hein. C'est pas que un truc, c'est pour me dire que j'ai fait le truc, c'est que quand je fais des régimes, j'avais des crampes dans les avant-bras, dès que je fais des gros régimes, ça va pas. Donc je savais qu'après les Jeux là ça commençait à être difficile. Je me suis dit en plus j'ai pas mal enchaîné de résultats en 81. Je suis satisfait un peu de ce que j'ai fait. Bon voilà, j'avais mis 3 médailles au monde, 3 médailles d'Europe. Aussi, hein. Voilà, il y a le côté un peu nouveau de challenge et tout allait dans la direction. Je me suis dit bon je vais. En plus voilà, je me blesse avant les Jeux, donc je me dis peut-être que c'est aussi à cause des régimes un truc. Donc je me dis vas-y, je vais changer de KT et je vais me lancer un nouveau défi. Et puis bon là. Ça s'est pas très bien passé à plusieurs niveaux. Alors moi je reviens des Jeux, déjà j'ai pas arrêté pendant 4 ans. J'étais en déplacement, j'étais jamais chez moi, j'étais en stage, j'étais truc. Donc là je leur dis aux entraîneurs que là pendant 3-4 mois je vais m'entraîner, mais je vais lever le pied sur le judo et je vais un peu respirer quoi, pour reprendre. Enfin c'est dur, 4 ans à être tout le temps en déplacement, à être tout le temps à s'entraîner, à être tout le temps sur des compètes, c'est épuisant psychologiquement. Donc je prends 3-4 mois où je respire. Toujours en début de saison, je prenais un mois où je courais, où je faisais de l'aérobie, où je faisais autre chose, où je faisais moins de judo. Mais là, je leur dis, là j'ai besoin d'un peu plus. Je vais prendre 3-4 mois pour avoir envie de faire du judo, pour le truc. Et là, je sais pas ce qui se passe. En fait, ils sont un peu arrivés, ils voulaient qu'on reprenne vite parce qu'il n'y avait pas eu trop de résultats au jeu. Mais bon, je vais te dire, ça change rien, tu vois. Moi, j'avais quand même besoin de respirer à ce moment-là. Il n'y a pas eu trop de résultats au jeu et ils voulaient qu'on fasse les France. Et là, quand on revient, je leur ai dit non, là moi les France, je les ferai pas. Ils me disent mais ceux qui font pas les France font pas Paris. Je dis c'est pas grave, je ferai pas Paris. Je commencerai la saison plus tard et truc, mais je peux pas me relancer là de suite. Je vais exploser quoi. Ça fait 4 ans je suis comme un dingue. Là j'ai besoin d'un peu de souffler. Et je crois qu'en fait, enfin c'est pas je crois, hein, je sais pourquoi. Hein, c'est parce que voilà j'avais déjà critiqué, mais je l'ai dit 1000 fois, mais bon, ça change pas. Enfin, peut-être maintenant ça va changer, du coup, j'espère. Ouais. Mais du coup, il y avait des conflits d'intérêts, je pense, au sein de ce comité de sélection. J'ai déjà critiqué plusieurs fois la présidence, mais. Et comme j'ai ouvert ma bouche, on me l'a fait payer un peu 3 fois. En plus, il y avait eu un peu une grève parce qu'on nous avait supprimé des bourses. Bon, c'était sous la gouvernance de Rouget. C'était comme ça à l'époque. On disait rien au début, et puis après, on cassait les mecs derrière et moi là ils m'ont tué sur les sélections, ils m'ont donné une compète, je prends Igolnikov, voilà. Aujourd'hui c'est limite le grand favori en ce moment pour les Jeux. Je perds contre Igolnikov, je fais 3 minutes de golden score, je perds contre lui et derrière ils me disent on te sélectionne nulle part, donc je fais une compète en 90 et on me dit on me sort plus. Cet illustre inconnu qu'est Igolnikov, c'est ça? Ouais voilà c'est ça, cet illustre inconnu. Et du coup, je me fais. En plus, je fais un bon combat, je me fais compter à 3 minutes. Moi, je suis pas particulièrement déçu de mon combat. Je me dis, bon, il est costaud, ce russe. C'est une nouvelle KT. Voilà, c'est une nouvelle KT, je viens d'arriver. Pour moi, rien de grave, hein, vraiment. Je me t'ai vraiment dit, c'est dur, c'est normal. Ouais, je m'en souviens parce qu'on c'était Rome, non? Ouais, c'était Rome, c'est ça. On avait mangé ensemble le retour et. Et là, tu m'avais dit pas de problème quoi. Voilà, Et là il y a la sélection pour les Europes. Il faut en faire quoi. Voilà. Et là il y a la sélection pour les Europes et ils décident de mettre que des jeunes. Bon, je trouvais l'idée un peu saugrenue parce que pour moi sur les compétitions championnat ça sert à rien de mettre des jeunes. Si on veut des jeunes on les sort en Grand Prix, on les sort en European Open, on voit leur niveau avant et dès qu'ils ont le niveau on les sort plus haut. Mais ils voulaient mettre des jeunes pour leur donner une expérience. Pourquoi pas? Bon ça c'était le truc. J'espérais pas être qualifié de suite en 90, j'en avais pas particulièrement envie en plus. Moi j'avais envie de faire des Grands Prix et des European Open. Et là en fait ils me disent y a plus rien, c'est bon la sélection pour les Europes est faite, y a plus rien. Et là on s'est pris un peu la tête parce que je leur ai rappelé que je leur ai rapporté. On est 6 mois après les Jeux. 6 mois après les Jeux.
Et je leur rappelle que moi, j'étais un peu dur. Parfois, je leur ai dit mes 4 vérités, quoi. Je leur ai dit que je leur ai apporté 6 médailles en championnat sur l'Olympiade, qu'ils oublient vite. Et que là, je change de KT et que j'attends un peu plus de la Fédé qu'une seule sortie sur un European Open. Et qu'on me juge en une fois et que derrière, on me laisse attendre pendant qu'ils envoient des mecs de 20 ans faire les Europes. En plus, j'avais 27 ans là-bas, enfin 26 28. J'étais en forme et tout. Et je comprends pas, tu vois, leur attitude, je comprends pas. Et en fait, j'ai compris que je pense que ça venait de plus haut. Donc, on m'a complètement. Moi, je dis ce que je pense, hein, je fais pas la langue de bois, les trucs comme ça. Autant, je peux mettre les formes pour un sujet qui m'intéresse pas. Autant le judo, c'est ma vie, c'est ma passion. Quand on me force à faire quelque chose, et puis voilà, on était revenu en plus sur ce début d'Olympiade sur une logique de quantité. Moi, j'adhérais pas du tout à ça pour les raisons que j'ai expliquées avant. Et on était revenu sur ça, sur il fallait en faire plus, il n'y avait pas eu de résultat. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a un échec, c'est facile de se dire bon, on n'en a pas fait assez. Et c'est la réaction que beaucoup de gens vont avoir. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que l'échec des jeux, c'était que les gens n'avaient pas fait assez. Et du coup, on arrive sur un truc, il faut faire de la quantité. Du coup, ils ont fait de la quantité, ils m'ont mis un peu à l'écart. Et moi, on me sélectionne nulle part. Et en gros, après, on me dit, tu viens faire un stage au Japon. Mais en gros, c'est un peu la condition, c'est tu fais de la quantité et après, on te ressort peut-être. Mais on m'a pas sorti déjà pendant un moment, on m'a fait poireauter pendant cette période. Du coup, je vais en stage au Japon, je fais de la quantité et je me blesse. Je me blesse gravement, je sens mon genou bien craquer, je me fais latéral interne. Alors là, je m'énerve. Premièrement, pendant la blessure, parce que je savais que je m'étais arraché le latéral interne, je leur dis que c'est de leur faute, qu'ils m'incitent à faire de la quantité, que c'est pas ce qui fonctionne avec moi, que là maintenant je suis blessé, que je vais être au garage je sais pas combien de temps. Là, je fais ma rééduque, tout, et je reprends et le genou tient plus en fait. Le genou a tendance à, quand je suis en COI debout, à chasser vers l'intérieur, je le sens qui se dérobe. Et puis bon là, alors silence radio de la Fédé, là tu te démerdes. Un peu mieux au placard quoi, pendant ce moment-là. Ah ouais, complet. Non mais complet, et puis en plus, il y a eu l'attitude avant qu'il y ait la blessure, il y a eu la blessure, et puis après il y a eu toute la rééduque, toute la période où tu galères, où tu gères le truc tout seul avec tes proches, avec du coup tu fais le tri dans tes amis. Non, je rigole, mais tu vois qui est là, qui compte. Et tu te rends compte que quand ça marche, il y a du monde autour de toi, et que quand ça marche moins bien, il y a, désolé de dire comme ça, mais il y a les parasites qui décampent. Et là du coup je fais cette réduc qui se passe, convalescence, j'essaie de reprendre, je me fais opérer, je repère du temps, donc je perds un temps fou. Là je perds franchement un temps fou, parce que je fais une première réduc, je me fais opérer, réduc, et pendant la réduc de mon genou, en fait ce qui se passe, c'est que je galère, mon genou il a gonflé, et que en fait parfois ça dure 6 mois chez certaines personnes. Il y en a qui arrivent à le faire 6 mois, et moi ça me prend plus. Je reviens franchement sur les tapis à faire randori normal au bout de 8 mois, 8-9 mois. Ouais. Et après, plus le temps de se rentraîner, parce qu'en fait, quand on met autant de temps, on a beau faire de la prépa physique, s'entraîner, faire de la réduc, quand tu reprends, t'es dans le vent total et pendant longtemps. Donc il a fallu encore presque, je dis 6 mois, mais pour revenir à un niveau correct, presque un an. Ça, plus le changement de KT, peu d'expérience, tout ça, ça se passerait mal. Là, pendant ce temps que les entraîneurs avaient fait leur truc de quantité de l'époque, là, c'était à la mode. Ils se sont retrouvés à avoir 0 résultat, donc c'est la galère. Et puis ils ont rappelé les vieux au final, ce qu'ils ont fait. Du coup on se retrouve avec une équipe de France avec beaucoup d'anciens. Et puis il y a Axel qui perf en 90, donc ça aide pas, parce que je sais qu'on a une vision en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais on a une vision en France où quand il y a un mec qui perf, on sort plus les mecs derrière. Je reviens, on me traite comme un moins que rien quoi. Donc, c'est comme ça que tu l'as senti toi, ouais, sur le tapis. Ouais. J'ai l'impression de déranger vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression, hein. Il y a 2-3 petits trucs qui se sont passés, même des manières dont on m'a traité, style limite à un moment donné on m'a fait comprendre que je dérangeais un peu au médical quoi. Alors que j'étais blessé, je galérais avec ma blessure, et qu'il fallait peut-être que j'aille à la note médicale me faire un truc, parce que voilà, ils m'ont viré, j'ai pas été tendre avec eux, mais ils ont pas été tendres avec moi non plus, et au final leur truc de quantité ça a complètement échoué. C'est un fait ça. Il y a rarement eu aussi peu de niveau, ils ont fait percer aucun jeune. C'est quand même grave sur une équipe de France en 4 ans de faire percer aucun jeune. Enfin je trouve, hein. Il y a eu aucun jeune qui a fait une médaille en championnat, je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Et au final, c'est tous les vieux qui font un peu durer les résultats, qui maintiennent la sélection, l'équipe de France à flot. Et moi, après, j'ai repris. Il y a Stéphane Traîneau qui a repris le truc. Stéphane, il a remis du dialogue déjà parce qu'il est arrivé, il n'était pas dans le staff au début, donc on a rediscuté. Il m'a traité normalement, quoi. Enfin, voilà. Et ils m'ont redonné quelques sélections et on m'a sélectionné en Grand Chelem alors que j'aurais aimé recommencer plus le truc, mais voilà. Et je reprends Golnikov, je reprends des mecs comme ça parce que je suis mal classé. Je fais pas des super bons tournois, mais je bats les mecs. Quand je bats des mecs 40e mondiaux, je les prends. On me donne 2 sorties et puis après plus rien. On part sur la même logique. Donc au final, voilà, j'ai eu en tout, je crois que j'ai eu 3 sorties en Grand Prix sur l'Olympiade, quoi, pour m'exprimer. C'était un peu limite. Et là actuellement, moi j'attends pas grand chose des sélections. Là je suis plus à me dire je vais faire des Open et je vais un peu forcer la main. Mais là bon, il y a eu un changement de pouvoir. Je pense que les mentalités vont changer. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir et on va arriver sur autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste reconsidérer les gens un peu, que ce soit les vieux, les jeunes, tous, et rediscuter, essayer de faire réindividualiser, arrêter avec ce truc de bourrin, de dire on va faire de la quantité pour tout le monde, et quand c'est dur, il y a des résultats. Voilà, truc. Mais là, j'ai bon espoir que ça change, et on verra, et puis voilà. Mais bon, ça a été une sale période, mais je suis fier d'être passé à travers ça, parce que si j'avais eu que des bons moments dans ma carrière, je pense qu'on a une mauvaise vision de son sport après. On a du mal à comprendre les autres. Il y avait des périodes où ça marchait bien, moi ça a été une montée en force quand même toute ma carrière. Le fait d'avoir cette période difficile, maintenant je comprends mieux un peu parfois des périodes de galère. En plus moi j'ai envie d'être entraîneur derrière. Je pense que j'aurai un autre regard sur quelqu'un qui est sur l'échec. Donc d'avoir une période d'échec comme ça c'est un truc, mais bientôt je vais regagner donc ça va aller. Bah, écoute, hein, c'est tout ce que je te souhaite vraiment. On arrive sur la fin de ce petit entretien. Pour faire rapide, on sait que tu es un spécialiste du moroté inversé. Ouais, mais après, c'est pas mon spécial, hein. C'est un des trucs. Je fais beaucoup hippon, moi, hippon à gauche. Et comme j'ai beaucoup mis de moroté inversé le jour où j'ai fait champion du monde, et j'en ai pas mis forcément beaucoup après. Et écoute, là, je te laisse le choix sur cette question. Moroté inversé ou hippon. Si tu pouvais mettre un hippon inversé ou un moroté inversé plutôt et un hippon à quelque chose aujourd'hui, à quoi tu le mettrais? On parle d'un truc bien appuyé, hein, où ça claque bien et on retombe dessus vraiment. À quelque chose? Quelque chose qui peut être dans le judo, quelque chose qui peut être n'importe quoi. Si tu avais envie aujourd'hui de mettre un bon moroté inversé bien appuyé à quelque chose, à quoi tu le mettrais? Attends, je réfléchis. Un moroté bien appuyé. Waf, je sais pas. Un truc symbolique, aller à l'attelle que j'ai porté quand j'étais toute ma période après l'opération, que j'ai traîné avec moi pendant un truc. Si c'est un objet, je prendrais ça. Parce que c'est mauvais moment, quoi. Ouais, c'est pas les meilleurs, on va dire. Hein. C'est pas les meilleurs. La période des béquilles, la période. Non, voilà. Où tu te sens amoindri. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde là, pendant l'entretien? Je crois qu'on a bien balayé quand même ta carrière depuis les débuts jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé? On a beaucoup parlé de moi. Après, c'était le thème, parce que c'était ta ligne. Hein. J'ai respecté les questions. Mais après, on aurait pu parler de la famille, des potes, de tout. Mais bon, je sais pas si ça intéresse les gens. Ils veulent ça. Il nous aurait fallu encore facilement une bonne heure. Parce que le judo, c'est bien. J'adore ça. Je suis passionné. Hein, et je le suis encore à fond. Hein, je suis dingue pour ce sport. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il faut aussi voir les à côté. Et même si c'est une grande partie de ma vie, il y a d'autres trucs à côté. Et, là, le fait que je vais bientôt être papa, ces choses, ça je sais pas, ça m'émeut. Je trouve pas le mot. Ça fait bizarre, ce truc. Ça fait bizarre. Ce truc de la vie, des bons trucs à vivre aussi. C'est clair. Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'être un bon père. Non, je sais pas, d'être heureux, hein. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Et puis, franchement, maintenant que je suis passé au travers de trucs un peu plus durs et tout, je me rends compte qu'être heureux, en fait, c'est pas que ce qui se passe dans nos vies, c'est aussi la manière dont on le prend.
En fait, on peut galérer et bien le prendre avec philosophie, ça va bientôt marcher, te prends pas la tête. Et on le vit bien. Et il y a des gens, même quand ça va bien, même qu'au truc, ils n'arrivent pas à trouver le bonheur parce qu'ils savent pas apprécier en fait. Donc réussir à apprécier les petites choses de la vie, les petits bonheurs, ça c'est bien. C'est bête, hein, c'est tout bateau ce que je te dis, mais je pense que c'est pas anodin. Je pense que tu vois, j'ai pas mal voyagé avec ma fiancée qui est brésilienne. Et du coup, je me rends compte que par exemple, dans des pays comme le Brésil, les gens, parfois ils ont rien et ils vont bien. Et parfois, il y a des mecs qui savent pas ce qu'ils vont manger dans 4 jours. Ben, j'exagère à peine, mais il y en a, ils sont en galère. Enfin, j'exagère pas, c'est totalement ça. Il y en a, ils savent pas ce qu'ils vont manger dans 4 jours, il y a le frigo, il est vide. Et ils sont tout le temps en train de voir le positif, en train de rigoler, de passer un moment. Et aujourd'hui, moi en France, je vois plein de gens qui sont névrosés, qui vont parfois pas voir le positif dans les choses, qui vont voir que le négatif, alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. Par rapport à ce dont on a besoin pour vivre, pour le minimum pour être heureux, ils l'ont. Et en fait, ils ont du mal à. Je vois beaucoup ça, moi, aujourd'hui, dans les pays modernes, comme la France. C'est pas que la France, hein, c'est pas un truc. Mais je vois beaucoup ça, donc. Ouais, garder le positif, quoi. Ouais, garder le positif, essayer de garder le positif. Je pense que c'est important. Qu'il y ait un échec, qu'il y ait des échecs. Parce que même dans la victoire, regardez, si on a une victoire et qu'on peut voir, les gens voient que le moment où on brille. Moi, je me rappelle quand j'ai gagné les mondes, au début c'était bien, une semaine, et à un moment donné, ça m'a pas plu parce que les gens se comportaient différemment avec moi, et j'aimais pas ça en fait. J'étais un passionné de judo, j'aimais parler judo, j'aimais avec mes potes au judo, j'aimais ces choses-là. Et en fait, là, on était pris à partie par des gens que je connaissais pas forcément, qui me parlaient le truc, et ça me mettait pas dans une situation confortable. Donc bon, c'est vrai que je vis un peu dans ma bulle, donc je m'en suis protégé, mais ouais, donc je pense que c'est beaucoup la manière dont on prend les choses qui compte plus que ce qui se passe vraiment. Ok, bah écoute, là il est temps de te remercier. T'es notre premier invité sur Mondo Judo, et pas n'importe lequel. Et voilà, écoute, j'espère que t'as passé un bon moment, et en tout cas, moi j'en ai passé un bon. Impeccable, merci, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et puis que ça vous aura inspiré dans votre vie et dans votre carrière de judoka. Voilà, salut. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite.